Alors maintenant, revenons à l'univers. Quand vous lisez des cosmogonies, ce que Bachelard appelait des songeries ancestrales, eh bien en général, l'origine de l'univers fait partie de l'univers. Elle est immanente. On vous raconte qu'au début, il y avait un océan obscur, il y avait je ne sais pas quoi, il y avait des animaux bizarres, il n'y avait pas de lumière. Puis tout d'un coup, la lumière est apparue et l'univers tel qu'on connaît a pu commencer son histoire. Et donc, vous avez autant de variantes que vous pouvez l'imaginer. Et dans ces situations, ce qu'on vous explique, ce sont les fondements, c'est-à-dire les conditions initiales, les choses déjà présentes, qui, en s'organisant, ont fini par engendrer l'univers tel qu'on connaît. Donc c'est vrai dans les cosmogonies, c'est aussi vrai dans le premier texte qu'on pourrait appeler un texte de cosmologie scientifique, qui s'appelle le Timée. Le Timée de Platon. Bon, évidemment, les Grecs ne font pas d'expérience, hein, ils font de la déduction logique à partir de mathématiques assez élémentaires. Mais le Timée de Platon pose des questions qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Ce qu'imagine Platon, c'est qu'au début, il y a de la matière informe, qu'il appelle la chora, de la matière comme ça. Ça, c'est le premier monde. Mais il y a un deuxième monde, comme toujours chez Platon, qui est le monde des idées. Le monde des idées intelligibles, des belles idées. En termes contemporains, on dirait que c'est le monde des lois mathématiques, des vérités mathématiques. La question que pose Platon, c'est comment ce monde des idées peut-il déterminer les propriétés et l'évolution du monde de la matière? Donc il faut un médiateur. Et ce médiateur, il l'appelle le démiurge. Et le démiurge, c'est quelqu'un qui regarde les idées et qui, avec sa main, manipule la chora, la matière, pour faire en sorte qu'elle ressemble aux idées. Donc ils voient des cercles, par exemple, ils essaient de tracer des cercles dans la chora. Évidemment, ce n'est pas des beaux cercles. Et donc l'image du cercle, ou la reproduction du cercle, est beaucoup plus imparfaite que l'idée de cercle elle-même, mais on a une sorte d'univers bricolé qui ressemble un peu aux idées qui ont été à la source de sa modélisation, en quelque sorte. Et donc vous voyez que cette question que Platon traite à sa façon rejoint la question de tout à l'heure, quel est le statut des lois? C'est-à-dire, est-ce que les lois étaient fixées avant l'apparition de l'univers, si l'univers a eu une origine, ou est-ce que les lois sont contenues dans l'univers et évoluent avec lui? Bon, maintenant si vous prenez les monothéismes, il y en a 3, tous racontent l'origine de l'univers, ou la genèse comme on dit, et tous utilisent une cause transcendante, qu'on peut appeler Dieu, en disant qu'il y a une sorte d'origine transcendante. Transcendante, ça veut dire qu'elle est radicalement distincte de ce qu'elle engendre. Dieu ne ressemble pas à l'univers dans la plupart des monothéismes. Et donc vous voyez une grande différence qui rejoint les deux sens du mot origine que j'évoquais tout à l'heure. Dans les monothéismes, on pense la création en termes absolus et on invoque une origine qui est radicalement distincte de ce qu'elle engendre. Dans le cas des cosmogonies, dans le cas des Grecs aussi, dans le cas du Timée que j'ai évoqué, eh bien, on pense la création comme l'imposition d'une forme à une matière préexistence. Donc dans un cas, il y a du déjà là, qui est immanent. Dans l'autre cas, il n'y a rien, simplement une puissance transcendante. Ok ? Alors vous voyez que ça fait déjà une grosse différence, outre celle que je viens d'évoquer, c'est que dans les cosmogonies, l'évolution de l'univers est en quelque sorte nécessaire. Il y a un processus historique que rien ne peut arrêter et qui se déploie selon une certaine logique. Dans le cas des monothéismes, non, ce n'est pas nécessaire. Et on peut tout à fait imaginer que Dieu aurait pu décider de ne pas créer l'univers. Ce qui veut dire que l'univers est contingent. Ce qui veut dire que l'univers aurait pu ne pas être. Si vous mettez Dieu à l'origine de l'univers, ça signifie que l'univers aurait pu ne pas être. Alors après, il faut assumer et se demander pourquoi Dieu a voulu créer l'univers.
question qui a intéressé, comme vous le savez, beaucoup de gens. Bon. Ça nous ramènera tout à l'heure peut-être à ce qu'on appelle le principe anthropique. Bon. Alors, maintenant j'aborde la cosmologie proprement dite. Bon, assez souvent dans les livres, on lit que jusqu'au XXe siècle, on pensait que l'univers n'avait pas d'histoire. Bon, cette phrase, évidemment, est absurde. Elle est absurde puisque, comme je l'ai dit, toutes les cosmogonies racontent une histoire de l'univers. Donc c'est plutôt l'inverse. On a toujours pensé que l'univers avait une histoire. Chez les scientifiques, ça n'a pas toujours été évident. Mais quand même, Kant, je crois que je vous l'ai dit, a écrit un livre quand il était jeune, il avait 28 ans, dans lequel il raconte l'histoire de l'univers. Alors pour lui, l'univers, c'est le système solaire, et il montre comment la contraction de nébuleuses, sous l'effet de la gravitation, a pu engendrer le système solaire tel qu'on connaît. Et pour lui, c'est l'histoire de l'univers. Au XIXe siècle, on invente, on met sur pied, c'est des ingénieurs qui font ça, une nouvelle physique qui s'appelle la thermodynamique, dans laquelle se trouve le second principe qui énonce que l'entropie d'un système isolé ne peut que croître. Et évidemment, les gens s'empressent d'appliquer le second principe à l'univers lui-même et prédisent ce qu'on appelle la mort thermique. L'univers va devenir de plus en plus chaotique parce que son entropie va augmenter. Bon. Et donc ces gens racontent une histoire de l'univers. Et ils disent l'univers a une histoire. Bon. Et donc, quand on dit que personne ne l'a dit avant, c'est faux. Mais il y a une chose qui est vraie quand même, qui donne crédit quand même à ces ouvrages, c'est que lorsque un physicien du XXe siècle dit l'univers a une histoire, il dit quelque chose de différent de ce que dit un physicien du XIXe qui dit la même phrase. Autrement dit, le sens de la phrase l'univers a une histoire a changé. Et en fait, il a changé de sens en 1930. Pour les raisons que je vais dire. Au XIXe siècle, le concept d'univers, c'est un concept assez flou. Ce qu'on appelle l'univers, c'est l'ensemble de tous les objets qui constituent l'univers. Donc c'est le contenant de tous les objets physiques. Et ce contenant n'est pas lui-même un objet physique. Une espèce d'enveloppe mal définie. On ne sait pas s'il est infini ou pas. Et à l'intérieur de cet univers mal défini se produisent des histoires. Et lorsqu'on dit que l'univers est une histoire, on veut dire que c'est ce qu'il y a dans l'univers qui subit un processus historique. Alors que quand un physicien du XXe siècle dit l'univers est une histoire, il veut dire, premièrement, que l'univers est un objet physique. Ce n'est pas l'enveloppe qui contient tous les univers, c'est un objet physique. Et c'est cet objet physique qui a une histoire, qui évolue, ce qui n'est pas du tout le même sens. Ça a posé des tas de problèmes aux philosophes, parce que les philosophes pensaient que l'univers ne pouvait pas être un objet physique. Pour qu'un objet physique ait ce statut, il faut pouvoir le regarder depuis l'extérieur, ce qui est évidemment impossible avec l'univers lui-même. Alors qu'est-ce qui a permis cette transition, qui a changé le sens de la phrase « l'univers a une histoire » Eh bien c'est la mise sur pied par Einstein, aidé par des mathématiciens, de cette théorie qu'on appelle la relativité générale. qu'Einstein publie en 1915, en plusieurs papiers. Et l'idée lui est venue en 1907, donc ça lui a demandé 8 ans de travail pour la mettre sur pied, à partir de l'expérience sous forme de rêve quasi éveillé qu'il a faite en 1907 à Berne, quand il comprend qu'un observateur en chute libre ne sent pas son propre poids. Ce qui veut dire qu'une accélération peut mimer la gravitation ou peut annuler la gravitation. Une sorte d'équivalence comme ça entre accélération et gravitation, qu'on appelle justement le principe d'équivalence. Et c'est en la formalisant, en tentant de la formaliser, qu'Einstein comprend qu'on ne peut plus décrire la gravitation dans un cadre relativiste, c'était 2 ans après qu'il énonce la relativité restreinte, dans un espace-temps euclidien. Et donc, il fait en 1913
le grand saut en imaginant qu'en fait, la gravitation n'est pas une force. On apprend à l'école que la gravitation, c'est une force qui s'exerce entre les objets, une force instantanée. Vous mettez une masse ici, vous mettez une autre masse là, que vous dit Newton, c'est instantanément une force va s'exercer sur ce premier corps, égale à celle qui s'exerce sur celui-là, qui est la gravitation. Vous voyez déjà que le seul fait de dire cela contredit la relativité, qui vous dit qu'aucune information ne peut dépasser la vitesse de la lumière. La loi de Newton dépasse, par sa structure même, la vitesse de la lumière. Donc pour Einstein, qui a inventé la relativité, elle ne peut pas être vraie. Donc la question, c'est comment décrire la gravitation d'une façon qui respecte le critère relativiste. Et Einstein comprend assez vite qu'il va falloir changer la structure de l'espace-temps. Et ça va aller très loin, puisque dans son affaire, la gravitation va donc cesser d'être une force pour devenir une déformation de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en fait, la gravitation est inscrite dans la structure même de l'espace-temps. L'espace-temps est déformé par la gravitation. Autrement dit, l'espace-temps est déformé par les objets qu'il contient. Alors, ça veut dire que la gravitation peut être décrite de façon géométrique. Et ce qui a donné cette idée à Einstein, c'est le fait d'avoir compris que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Si vous prenez le Soleil, je vous l'ai dit, vous mettez la Terre autour, trajectoire elliptique. Si vous remplacez la Terre par une pomme, par une théière, par une planète plus massive, ou même par une autre étoile, ce que dit la gravitation, c'est que la trajectoire sera la même. Donc, la trajectoire des corps est indépendante de la masse des corps, ce qui veut dire que de ce point de vue-là, elle est absolue, ce qui veut dire qu'on peut la géométriser. Et donc, la relativité générale, c'est une théorie géométrique de la gravitation. Bon, je ne sais pas si vous allez l'étudier ici, je vous donne simplement l'équation. Donc ça, c'est des tenseurs, hein, R mu T mu. Ça, c'est la constante de Newton. 8, c'est 8, et pi, c'est pi. Ça, c'est un tenseur qui décrit le contenant. Le contenant, c'est-à-dire l'espace-temps lui-même. D'accord ? C'est-à-dire la courbure de l'espace-temps, comment il est déformé, etc. Et ici, donc ça c'est le contenant. Et là, c'est le contenu. C'est ce qu'on appelle le tenseur énergie-impulsion. Donc ça dit comment sont répartis dans l'espace-temps la matière, l'énergie, le rayonnement, bref, le contenu de l'univers. Et vous voyez que cette équation se lit dans les deux sens, évidemment, comme toutes les inégalités. Et là, vous avez la déformation de l'espace-temps qui dit à la matière comment elle doit se déplacer. Et là, vous avez la matière qui déforme l'espace-temps. Ce qui fait évidemment une équation non linéaire, puisqu'en se déplaçant, la matière déforme l'espace-temps, qui étant déformé, va changer le mouvement de la matière. Donc vous avez une équation non linéaire, qu'on appelle l'équation d'Einstein. D'accord ? Alors, ce qui est important, c'est que ce formalisme, en fait, permet de considérer que l'univers a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Et c'est ça que je veux dire quand je dis que l'univers est un objet physique. Il a par exemple une courbure d'espace-temps généralisée, qui est une propriété qu'il a en lui-même, qui ne résulte pas des propriétés qu'ont les objets qu'il contient. Donc l'univers devient vraiment un objet physique. Pour la petite histoire, Einstein considérait, lorsqu'il écrit cette équation, que l'univers est statique. Et assez rapidement, des mathématiciens lui démontrent
qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations d'Einstein. Oui. Ben, en gros, si tu prends 3 galaxies quelconques, elles forment un triangle. Okay, quelle que soit la distance qui les sépare, elles forment un triangle. Tu mesures la somme des angles de ce triangle. Si tu trouves 180 degrés, c'est que l'espace-temps généralisé est euclidien. Si tu trouves moins, c'est qu'il a une courbure comme ça, ou bien comme ça. Bref, la mesure des angles, en l'occurrence, permet de connaître la courbure de l'univers, qui est une propriété de l'univers et pas une propriété des galaxies à l'intérieur de l'univers. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on sait aujourd'hui que la courbure est nulle. C'est-à-dire que la partie spatiale de l'espace-temps est euclidienne. Donc il n'y a pas de courbure, il faut comprendre pourquoi. C'est ça qui a mené à l'hypothèse de l'inflation cosmique dont je parlais tout à l'heure. Ça va comme ça? Bon, de toute façon, comme le disait Niels Bohr, si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. Hein, quand vous comprenez la physique, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Hein, voilà. Il faut nuancer ce que je suis en train de dire. Okay. Donc, simplement, Einstein, apprenant qu'il n'existe pas de solution stationnaire dans son équation, fait un truc assez fou. Alors que dans l'équation qui est là, il n'y a que 2 constantes fondamentales. Il y a G, la constante de Newton, et il y a la vitesse de la lumière qui est cachée. Elle est dans les tenseurs. Là. La vitesse de la lumière est là, donc il y a les 2 constantes fondamentales, C et G. Einstein, qui croit que l'univers est statique, n'a pas d'histoire, et croit en son équation, fait un truc assez dingue quand il apprend qu'il n'existe pas de solution stationnaire de l'équation. Il va rajouter un terme, je ne vais pas en donner la forme, lambda, avec un bout de tenseur derrière, qu'il appelle la constante cosmologique. Cette constante, a priori, ne vient de nulle part, sinon de la nécessité pour Einstein de considérer que son équation peut décrire un univers stationnaire. Et en fait, cette constante cosmologique, elle agit comme une antigravité. Vous avez une gravitation qui rapproche les galaxies, d'accord? Et si on veut que l'univers soit stationnaire, il faut qu'il y ait une sorte de répulsion de l'espace vis-à-vis de lui-même qui contrebalance l'effet de la gravitation. Donc les galaxies se rapprochent, mais l'espace dans lequel elles sont se distend. Et si vous réglez bien la constante, vous avez une situation d'équilibre qui permet à l'univers d'être stationnaire. Donc cette constante cosmologique, Einstein l'introduit en 1917, et ça fait bizarre, parce que du coup il y a 3 constantes, G, C, puis lambda. Et dans les années 20, on commence à faire des observations de nébuleuses. Nébuleuse, c'est l'ancien nom pour galaxie, un peu partout sur la Terre, notamment aux États-Unis, grâce à un télescope qui s'appelle le télescope du mont Wilson. C'est un télescope très puissant, Hooker, c'est sa marque. Et là, il y a plusieurs observateurs, dont l'un qui s'appelle Hubble, Edwin Hubble. C'est un catcheur de métier, mais la nuit, il fait des observations. Et il regarde les nébuleuses. Alors, quand vous regardez la carte du ciel aujourd'hui, vous voyez que la zone d'espace qu'il a explorée est toute petite par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui. Simplement, elle est suffisamment grande pour qu'il voit par le biais de ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, le redshift, vous savez l'effet Doppler, si vous préférez, vous connaissez ça? Il voit un décalage vers le rouge des raies spectrales venant des galaxies et démontre que la vitesse d'éloignement des galaxies est d'autant plus grande que la distance qui nous sépare d'elles est plus élevée. D'accord? D'ailleurs, ce n'est pas lui vraiment qui le démontre, lui il fait les observations, et c'est l'abbé Lemaître, un chanoine belge, qui fait l'interprétation. Parce qu'en fait, il y a 2 autres noms que j'aurais dû citer. C'est l'abbé Lemaître, Georges Lemaître, et puis un russe qui s'appelle Alexandre Friedman, qui sont des théoriciens, des gens qui font des calculs. Et l'abbé Lemaître, par exemple, dès les années 20, va inventer des modèles d'atomes primitifs, comme on disait à l'époque, ancêtres du Big Bang. C'est-à-dire, il comprend qu'il n'y a pas de solution stationnaire des équations d'Einstein,
Et on peut imaginer que toute la matière a été engendrée par une explosion nucléaire d'un énorme noyau, donc l'atome primitif, dont l'explosion a engendré l'univers tel qu'on le connaît. Bon. Et Friedman, lui aussi, va faire des calculs dans le même sens. Bon, simplement, ce que voit Hubble, c'est qu'il fait des observations qui permettent de comprendre la loi de Hubble qui s'écrit comme ça, V égale HD. Donc la vitesse à laquelle on voit partir les galaxies depuis la Terre est proportionnelle à la distance entre ces galaxies et nous. Et la proportionnalité, c'est la constante de Hubble. D'accord ? Alors pour Hubble, ça signifie que les galaxies se déplacent dans l'espace. Il appelle ça une fuite des galaxies. Ce que comprennent Lemaître et d'autres qui reprennent les mêmes observations, mais au lieu de les interpréter en supposant que l'espace est statique, les interprètent dans le cadre des équations d'Einstein, aboutissent à une conclusion complètement différente. Ils ne disent plus les galaxies se fuient les unes les autres dans l'espace, ils disent les galaxies sont immobiles. On les voit bouger, mais elles ne bougent pas. D'accord ? Ce qui bouge, c'est l'espace. Autrement dit, c'est l'espace qui les sépare, qui se dilate, d'où l'impression que nous avons qu'elles se fuient. En réalité, elles sont prises dans un courant qui les emporte, un courant spatial, on pourrait dire, qui les emporte, qui fait que leur distance augmente, sans que cette augmentation de la distance soit due à leur propre déplacement dans l'espace. En fait, elles se déplacent avec l'espace, mais sont immobiles par rapport à lui. D'accord ? Et ça, évidemment, c'est la révolution. Et en 1931, Einstein publie un article, un des plus célèbres de l'histoire de la physique, dans lequel il dit « J'ai commis la plus grosse bêtise de ma vie en introduisant la constante cosmologique ». Il prend acte de ce résultat, il accepte l'expansion de l'univers, c'est ça, l'expansion de l'univers. Et Einstein fait ses excuses, en fait, il dit « Je me suis trompé ». Alors qu'il avait les moyens, regardez, il avait les moyens en 1915, avec cette seule équation, de prédire l'expansion de l'univers. Il avait les moyens, il avait tout. Mais comme il n'y croyait pas, il n'avait pas les moyens. Il a ajouté la constante, etc. Ce n'était pas une erreur, en fait, parce que cette constante cosmologique, pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, savent qu'on ne parle plus que d'elle. Einstein dit « j'aurais pas dû la mettre », donc elle vaut 0. Mais en fait, l'énergie noire, dont on parlera peut-être tout à l'heure, pourrait trouver sa solution dans la constante cosmologique. Donc le fait qu'il l'ait introduite n'était pas forcément une mauvaise idée, mais en 1961, il pensait que c'était une bévue. Du coup, quand on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire on prend ici, disons, le rayon de l'univers, ici on met le temps cosmologique, d'accord ? Eh bien, ce que disent les équations d'Einstein, dans lesquelles on insère la loi de Hubble, c'est ceci. C'est que si on est ici, par exemple, eh bien, la taille de l'univers observable, quand on regarde vers le passé, diminue, et la loi de Hubble est telle que quand on fait l'extrapolation vers le passé le plus lointain possible, on tombe sur une singularité. D'accord ? C'est-à-dire, on tombe sur des conditions physiques assez spéciales, c'est-à-dire un univers ponctuel. Ponctuel, ça veut dire qu'il a la taille d'un point. D'accord ? V égale 0, le volume. On trouve que la densité n de matière est égale à l'infini, et on trouve que la température est égale à l'infini. Parce qu'en fait, il y a un troisième personnage, même un quatrième en l'occurrence, dans l'histoire, qui est Gamow. Bon, j'ai mis les 4 noms les plus importants. En fait, vous imaginez qu'il y en a des milliers d'autres, mais c'est les 4 plus importants. Gamow, c'est un physicien russe, absolument génial, qui n'a pas eu le prix Nobel parce que c'était ce qu'on pourrait appeler un déconneur. Il faisait des blagues tout le temps, donc personne ne le prenait au sérieux. Et puis il est mort, il était russe, donc il est mort d'une cirrhose assez jeune. Mais par exemple,
Il a publié un article qui a été accepté par le référé d'une grande revue internationale, dans lequel il explique qu'il a beaucoup voyagé, et qu'au cours de ses voyages, il a constaté que les vaches mastiquent dans le sens des aiguilles du monde dans l'hémisphère sud, et dans le sens inverse dans l'hémisphère nord, et il montre que c'est dû à la force de Coriolis. Bon. Évidemment, c'était un gag, mais personne n'a vu que c'était un gag, et son article a été publié. Bon. Alors Gamow, lui, il comprend que lorsque vous remontez dans le temps, par les équations, non seulement la densité augmente et non seulement la taille de l'univers observable diminue, mais également la température augmente. La température augmente, c'est la condition pour qu'on puisse comprendre la nucléosynthèse. Pour que les éléments se forment par agrégation de protons et de neutrons, il fallait que dans le passé, la température soit beaucoup plus élevée, de sorte que les collisions pouvaient avoir suffisamment d'énergie pour faire ces réactions de fusion nucléaire. Okay. Et en fait, en 1949, les gens ont ce modèle qu'on appelle le modèle d'évolution dynamique de l'univers, qu'aujourd'hui on appelle un modèle de Big Bang chaud. Chaud parce qu'il faisait chaud.